Merci, bonjour à tous. Nous sommes ravis, Fondation Entreprises de CIRP, de soutenir cette journée parce que vraiment, elle est riche en enseignements, vraiment. Et je crois que finalement, la thématique de la journée aujourd'hui, c'est libérer la parole. Alors moi, je vais effectivement vous parler non pas des maladies orphelines, mais des enfants et des jeunes orphelins. Nous sommes donc une fondation qui a été créée en 2009 par un organisme qui est l'OCIRP, qui assure les salariés face au risque décès. C'est-à-dire que concrètement, lorsqu'un parent salarié décède, nous versons des rentes aux conjoints survivants ou des rentes éducation aux enfants jusqu'à leur 25e anniversaire. Aujourd'hui, l'OCIRP verse un peu plus de 26 000 rentes, dont 15 000 rentes à des enfants orphelins jusqu'à leur 25e anniversaire. Alors quand on s'est lancé sur cette thématique, puisqu'elle correspond à notre cœur de métier, on s'est vite rendu compte en 2009 que finalement c'était assez désertique sur cette question-là, que même pas une association finalement de défense des droits des enfants orphelins n'était créée sur le territoire français. Alors moi je suis ni psychiatre, ni psychologue, ni psychothérapeute. En revanche, je suis là comme porte-parole et rapporteur de ce qui se passe sur le terrain, de tous ces témoignages qu'on reçoit depuis 6 ans, régulièrement, quotidiennement. On est vraiment, dans le cadre de la Fondation, dans une démarche empirique, voire une démarche entrepreneuriale, puisqu'encore une fois, rien n'est fait pour ces enfants. Et nous essayons de faire en sorte de créer du lien, et c'est ce qui manque aussi, je crois, beaucoup en France, entre tous ces acteurs qui agissent sur le terrain, et il y en a. Alors je vais repartir déjà de la définition de ce que c'est qu'un enfant orphelin, puisque on est bien d'accord, les enfants orphelins, il n'y en a plus aujourd'hui en France. Les enfants orphelins, ce sont des enfants qui ont perdu leurs deux parents, qui sont des enfants abandonnés. Eh bien aujourd'hui en France, la définition dans le dictionnaire, c'est être orphelin, c'est être en deuil d'un ou de ses deux parents. Et en France aujourd'hui, on compterait 800 000 jeunes de moins de 25 ans, ce qui représente en moyenne un enfant par classe. Ce qui est énorme. Donc, il y a quand même un décalage énorme entre des enfants orphelins en France, il n'y en a plus, et finalement, on se retrouve à en avoir en moyenne un par classe. Ce sont des enfants totalement invisibles de la société, complètement oubliés des études, des statistiques, des politiques publiques, alors que pourtant nous sommes tous concernés directement ou indirectement par cette question-là. Sur le plan de la démographie, les chiffres que je viens de vous donner datent de 2003, sur la base du recensement 99. L'étude précédente, c'était 1947, l'après-guerre, et aujourd'hui, on n'a rien d'autre en France. Nous venons, en partenariat avec l'Institut national des études démographiques, de relancer une enquête démographique sur cette question-là. Il y a un vide juridique également total sur la question de la protection du mineur orphelin. On a quelques études en psychopathologie, mais très peu. Et puis, il est très difficile de trouver aujourd'hui un sociologue de la famille qui ait véritablement travaillé sur cette question. Pour autant, les conséquences du décès d'un parent dans l'enfance, elles sont, vous l'imaginez bien, protéiformes. La première conséquence, elle est d'emblée matérielle et financière. Ce sont plutôt les papas qui décèdent que les mamans, enfin une plus grande proportion de papas qui décèdent. Le salaire du papa n'est absolument pas... voilà, c'était le revenu principal du foyer et n'est absolument pas remplacé. Et puis, on se retrouve au-delà des conséquences psychologiques, évidemment, avec un certain nombre d'autres conséquences qu'on n'imagine pas finalement quand on n'est pas concerné ou qu'on n'a pas été confronté directement à cette situation, qui vont être des conséquences d'ordre affectif, relationnel, social et même cognitif, on va le voir. Alors, évidemment, il y a des conséquences sur le parcours scolaire. L'école, on l'a dit ce matin, c'est un lieu de vie, l'école. C'est là où on rentre dans des apprentissages, où on se construit, où on crée des liens avec des camarades, des liens sociaux. Et souvent, chez les enfants orphelins, on va se retrouver parfois, on va passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que certains enfants orphelins vont avoir des problèmes d'inattention, donc des difficultés de concentration, d'oubli fréquent. L'élève endeuillé va souvent être décrit comme un enfant rêveur, un peu dans la lune, un peu solitaire même. Ce qui revient le plus fréquemment, ce sont surtout les troubles de mémorisation. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants orphelins évoquent leurs difficultés de mémoire. Par exemple, face à une leçon, ils ont l'impression de se retrouver face à un mur et se mettre simplement à pleurer. Et puis, ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut trouver des troubles des apprentissages. Certaines notions mathématiques, par exemple, des concepts, peuvent être extrêmement compliqués pour eux à apprendre, à comprendre, à retenir, et ça peut avoir un impact sur l'ensemble des apprentissages.
Donc tous ces troubles, vous l'imaginez bien, peuvent évidemment conduire à ce qu'on appelle l'échec scolaire. Et puis d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'orphelins qui, au contraire, à l'inverse, vont suivre une très belle scolarité, avec de très bonnes notes, un comportement idéal, bons élèves, travailleurs, qui finalement se suradaptent pour faire plaisir aux parents restants, souvent, mais aussi en mémoire de son parent disparu. Je vais vous citer une petite anecdote d'une jeune fille qui était intervenue dans un de nos colloques au Conseil économique, social et environnemental. Marine, qui était donc âgée de 22 ans et qui avait perdu sa maman à l'âge de 14 ans. Marine faisait sport-études, et puis elle était plus sport que études, et sa maman lui demande à un moment donné de remonter ses notes. Et dans l'été qui suit, sa maman décède, et Marine n'a eu plus qu'une chose en tête, réussir et avoir des bonnes notes, comme maman le lui avait demandé. Elle est sortie de sport-études, elle a intégré Sciences Po, elle a fait de très grandes études, et elle s'est surinvestie. C'est-à-dire que là où ses camarades passaient 1 heure pour préparer un DST de maths, elle y passait la nuit. Et elle disait, finalement, cette situation de surinvestissement, je me rends compte maintenant, avec le recul, qu'elle n'était pas équilibrée, et que le surinvestissement, c'est aussi un problème. Et finalement, j'aurais aimé qu'un professeur me dise, Marine, stop, pose-toi, est-ce que tu as le temps de prendre un petit peu, voilà, de faire des loisirs, de relâcher un petit peu la pression. C'est vrai, tu as du bonnes notes, mais il faut que tu penses aussi à toi. Et le risque, évidemment, de ce surinvestissement, c'est de la décompensation plus tard, à l'âge adulte, avec des conséquences évidemment sur la santé, avec des deuils qui peuvent devenir des deuils conduits pathologiques et qui peuvent entraîner du coup des conduites à risque et des tentatives de suicide précoce. Voilà, alors pour aller plus loin sur les troubles de la mémorisation, il est dans la salle d'ailleurs, la Fondation soutient depuis quelques années un projet de recherche donc mené par Jérôme Clerc, qui est docteur en psychologie, maître de conférences en psychologie cognitive de l'éducation de l'Université Charles de Gaulle Lille 3, habilité à diriger des recherches. Et son projet de recherche vise à démontrer que le décès d'un parent dans l'enfance peut avoir des conséquences sur le plan cognitif. C'est-à-dire que ça peut affecter les capacités mnésiques de l'enfant. C'est pas que cet enfant ne veut pas apprendre, c'est qu'à un moment donné dans sa scolarité, il n'est pas en capacité, il n'est plus en capacité d'apprendre. Il y a beaucoup d'orphelins qui disent « je comprends pas, je mets 15 jours à apprendre 10 lignes. Ça fait 5 fois que je lis la page et à chaque fois que j'arrive en bas, je me rappelle absolument pas de ce que je viens de lire. » Alors face à ces situations d'orphelinage qui peuvent arriver en cours d'année ou qui sont arrivées les années précédentes, il va y avoir évidemment des réactions différentes. Alors, on sait que voilà, la mort c'est tabou et à l'éducation nationale on n'en parle pas. Il n'y a pas de, je vais mettre ce mot entre guillemets, mais de procédure pour dire voilà comment on fait quand ça arrive dans une classe, qu'est-ce qu'on dit, comment on le gère. Tant mieux alors. Donc, il y a un très beau travail qui a été mené par le Centre national de ressources en soins palliatifs en lien avec l'Académie de Rouen, qui a permis la mise en ligne d'un panier ressources à destination des enseignants et qui donc fait état d'un certain nombre de références bibliographiques, filmographiques et discographiques. Alors, les réactions, évidemment, elles sont toutes différentes parce qu'on est au cœur de l'humain. Les réactions, on va les avoir selon sa propre sensibilité, selon ses propres réticences, selon ses propres résistances et ses propres deuils aussi. Globalement, on peut noter à peu près 3 types de réactions. Il va y avoir l'enseignant impliqué qui, lui, va s'investir, être plutôt dans une démarche compréhensive, essayer d'être à l'écoute de l'enfant, au risque parfois de peut-être prendre une place qui n'est pas la sienne non plus, ou même d'avoir, sans le vouloir, des réactions qui ne sont pas appropriées. Je vais vous citer le cas de cette enseignante au primaire qui vient voir gentiment l'enfant qui a perdu son papa et qui lui dit « Tu sais, si tu veux, le cadeau de fête des pères, toi, tu pourras le donner à ton grand-père. » Il y a l'enseignant qui est sensibilisé. Alors évidemment, on est tous touchés par cette situation. On ne peut pas ne pas être sensibilisé. Mais comment faire? Que dire? Comment réagir? Je pense aussi à cette enseignante qui a envoyé l'enfant en bibliothèque et pendant qu'il n'était donc absent de la classe, a annoncé à l'ensemble des élèves « Soyez gentils avec Léo parce qu'il a perdu ses parents et ce n'est pas facile pour lui ». Et puis, on va avoir l'enseignant un peu plus réfractaire qui
par déni, par peur, va peut-être avoir des réactions qui sont inadaptées aussi, mais qui vont accentuer de fait la souffrance de l'enfant. On m'a rapporté récemment le témoignage d'une petite fille de 4 ans qui est rentrée à la maison et qui a commencé à taper sa maman en lui disant « Maman, tu es une menteuse, la mort n'existe pas, papa n'est pas mort ». Et sa mère, la questionnant, la petite lui a répondu « Papa n'est pas mort parce qu'à l'école, la maîtresse m'a dit que la mort n'existait pas ». Alors, il y a des solutions, tant mieux. Pour mieux les aider et les accompagner dans leur scolarité, il est peut-être utile de rappeler aussi qu'un deuil peut se réactiver parfois plusieurs mois, voire plusieurs années après. Et l'enfant qui, a priori, allait bien, peut tout d'un coup se retrouver en situation d'échec, avoir des troubles du comportement. Et ça pourra peut-être l'amener à des conduites régressives, voire à des phobies scolaires. Surtout si l'information, finalement, n'a pas été donnée. C'est-à-dire que l'information, elle va être connue l'année où le décès se produit, mais malheureusement, 1 an, 2 ans ou 3 ans après, les enseignants n'auront pas connaissance de cette situation-là. Alors, sur 6 appels à projets que la Fondation a menés, on a quand même pu noter une hausse conséquente de projets visant à sensibiliser et à mieux former les professionnels de l'enfance et de l'éducation. Alors par l'intermédiaire d'associations d'accompagnement au deuil chez l'enfant, des centres d'information des droits des femmes et des familles, en local, des écoles, des parents et des éducateurs. Et on se rend compte que les enseignants en fait sollicitent directement ces associations. Donc il y a une vraie demande sur le terrain. Et puis, grande nouveauté aussi dans le cadre de l'appel à projet 2015, la Fondation soutient un cycle master intitulé « Carrière judiciaire, options droits de l'enfant et personnes vulnérables », dont 20% de la formation sera axée sur la thématique de l'orphelinage. C'est intéressant de voir que la formation initiale commence à s'y intéresser aussi. Puisque peu d'études existent sur la question, on s'est rendu compte aussi rapidement que finalement, il fallait qu'on devienne aussi acteur sur le terrain. Et donc, nous avons décidé de lancer nos propres programmes. Et nous lançons là, très prochainement, l'enquête École et orphelins, qui est donc le développement et le financement d'un programme d'envergure avec l'aide de l'Institut de sondage IFOP. On s'est rendu compte que finalement, au travers des témoignages des orphelins, cette problématique de l'école, elle arrivait très très vite. On a rencontré Serge Moiti aussi, réalisateur, producteur et écrivain, qui a vécu le décès de ses 2 parents dans l'enfance. Quand on l'a rencontré pour préparer le colloque où il assistait en tant que grand témoin, la première chose qu'il nous a dite, c'est « Vous savez, en 1957, quand ça m'est arrivé, l'école m'a posé aucune question. » Aujourd'hui, en 2016, je crois que l'école, elle ne pose pas plus de questions. Pour autant, tous les enseignants qu'on rencontre sur le terrain, qu'on rencontre dans le cadre des journées pour la protection de l'enfance, viennent nous voir et nous font part de leurs difficultés, de leurs besoins, de leurs attentes aussi par rapport à ça. Donc on lance une enquête avec un volet quantitatif et un volet qualitatif. Donc via le site internet, les personnels éducatifs, d'une manière globale, puisque tout le monde est concerné, pourront répondre. Et nous avons donc monté un groupe de travail dont l'AFSU fait partie, la DGESCO, le Centre national de ressources en soins palliatifs, le Conseil national de l'enseignement agricole privé, la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs, l'Association de parents d'élèves APEL, l'Union nationale des associations familiales, l'Observatoire national de l'enfance en danger, et puis évidemment des enseignants, des responsables de niveau, des psychologues, des présidents d'associations d'accompagnement au deuil de l'enfant, des adultes orphelins, des parents d'orphelins. Donc je vous invite vraiment à y participer, puisque plus de retours on aura et plus de matériaux nous aurons pour ensuite éventuellement réfléchir à des propositions d'outils qui pourraient être mis à la disposition des personnels éducatifs. J'en terminerai avec un mot, la mort à l'école, parlons-en. Les orphelins sont à la fois des enfants forts et fragiles, des adultes aussi, forts et fragiles. C'est-à-dire qu'ils ont souvent une grande capacité de résilience. Ce sont des êtres très humains qui sont tournés vers les autres. D'ailleurs, dans leur métier, souvent, on trouve des personnes, des gens qui vont se tourner vers des professions médicales, des avocats, dans la défense des droits des autres. Et en même temps, ils se sont construits avec une fragilité, parce que cette souffrance, elle a été cachée, elle a été enfouie, elle a été intériorisée. Je vais citer de nouveau Jérôme Clair, le silence est le meilleur ennemi
des orphelins. La société tout entière, finalement, impose le silence et il faut vraiment libérer la parole. Je pense que c'est un simple devoir d'humanité, parce que aider l'enfant, aider l'élève orphelin, c'est éviter de nier sa souffrance sans pour autant le stigmatiser. Lever le tabou, c'est vraiment une des clés de réussite, d'une plus grande prise en compte dans le milieu scolaire et d'un meilleur accompagnement de ces élèves. Donc arrêtons de dire que la mort est un tabou. Si nous ne voulons plus que la mort soit un tabou, parlons-en. Merci beaucoup pour votre attention. Beaucoup de questions sur le lien entre les enfants qui sont entre guillemets réellement orphelins et ceux qui sont abandonnés par leurs parents. Est-ce qu'au niveau du traumatisme et du vécu psychique, est-ce qu'il y a un lien très très proche ou c'est vraiment quelque chose de différent? Voilà, je fais très simple avec vos questions pour essayer de regrouper. Hein, mais... Alors, je pense que là, justement, il faudrait faire avancer la recherche en la matière et sur cette question-là. Souvent, on nous demande effectivement si ces enfants qui ne voient plus un parent, par exemple du fait d'un divorce compliqué, sont orphelins ou pas orphelins. Après, on a aussi des personnes à 50 ans qui se retrouvent orphelines parce qu'elles ont perdu leur père, leur mère. Donc, finalement, on est tous aussi concernés par l'orphelinage. On est vraiment sur une problématique de deuil. Et ça, c'est quand même extrêmement important puisque l'impact de ce deuil va avoir évidemment un effet sur la construction et le développement de cet enfant. Donc oui, on peut se sentir, et on est peut-être orphelin d'un parent quand il n'est plus là, mais on a cette possibilité peut-être un jour de le revoir. Un enfant véritablement orphelin n'aura plus jamais la possibilité de voir son parent. Avant que je sais que d'autres veulent parler, on va juste finir avec les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai juste une question aussi qui était qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on ne dit pas à un enfant qui a perdu ses parents ou un de ses parents en tant que professionnel de santé? Est-ce que c'est plutôt à soi de parler? Est-ce qu'il y a un partenaire ou un professionnel plus privilégié que d'autres pour parler? Est-ce qu'il vaut mieux laisser quelqu'un de la famille? Enfin, voilà. Ou quand on reçoit un enfant qui est orphelin, est-ce que on a une attention particulière? Est-ce qu'il vaut mieux lui dire des choses ou est-ce qu'il vaut mieux pas rester dans une ignorance et un silence, hein, parce que c'est très dur? Quelle posture avoir, même si la question est forcément générale et que la réponse ne peut pas l'être? Mais... Non, il n'y a pas de réponse toute faite, évidemment, puisqu'en plus, chaque cas est particulier. Et chaque cas est très particulier, puisque la notion de la mort va être complètement différente chez un enfant de 4 ans et chez un enfant de 12 ans. Ça va aussi être lié à son vécu précédent le décès, de la relation qu'il avait avec son parent décédé, de la relation qu'il a peut-être avec son parent restant. J'ai envie de dire quand même que la question du deuil chez l'enfant, c'est une vraie question et il y a des professionnels pour ça, qui sont formés à ça. Donc je pense que ce que peut faire un enseignant ou quelqu'un de l'équipe pédagogique, c'est peut-être de rester à l'écoute de cet enfant et peut-être voilà, que l'enfant comprenne que s'il a envie de parler, il peut parler. Il y a quand même beaucoup d'associations sur le terrain aujourd'hui en France qui peuvent accompagner les enfants en deuil. Donc je pense que ce serait intéressant qu'effectivement il y ait justement un lien qui soit fait maintenant peut-être entre les professionnels éducatifs et les professionnels plus médico-sociaux.